Grâce à ces îles perdues au milieu du Grand Bleu, la France dispose du domaine maritime le plus important au monde. Des noms qui font rêver. Polynésie, Martinique, Saint-Martin ou encore La Réunion. Situées sur toutes les mers ou océans de la planète, ces terres si exceptionnelles sont à certaines périodes de l'année balayées par des phénomènes naturels d'une grande violence. Le pire, Irma en septembre 2017, un cyclone de catégorie 5 ou plus. À Saint-Martin dans les Caraïbes, l'île est en grande partie dévastée. Évidemment que si on a un cyclone de la violence d'Irma tous les ans, là, il faudra revoir la copie. Pas une île qui ne soit épargnée par cette violence des éléments. Cyclone ou érosion, la nature impose sa loi. Aujourd'hui, j'ai l'eau juste au pied du mur. Face au changement climatique et à la montée des eaux, des questions s'imposent. Faut-il délocaliser les populations? Faut-il trouver des solutions plus pérennes? Au lieu de fuir son atoll, pourquoi ne pas imaginer déjà des villages lacustres? Il faut étudier tout. Mais ces territoires aux avant-postes du bouleversement climatique s'adaptent et trouvent même des solutions innovantes. On est souvent en train de regarder ce qui se passe dans l'Hexagone et de se dire « pourquoi on n'a pas ça à La Réunion ?» C'est bien pour une fois que ce soit inversé. L'île de Saint-Martin n'est plus que l'ombre d'elle-même. 3 mois après le passage du cyclone Irma, l'heure est à panser les plaies. Et elles sont béantes, car l'ouragan n'a fait qu'une bouchée de ce morceau de terre situé au cœur des Caraïbes. 95% du bâti a été endommagé. Christophe Enoch a vécu l'enfer, lui qui, avec sa famille, avait décidé de commencer là une nouvelle vie. Alors voilà, ici, c'était chez mes parents, chez mon père. L'eau est montée jusqu'au niveau où le mur a été égratigné, on va dire, tout autour de la maison. Et donc, on va dire que c'est monté à peu près à, ici, 1,20 m, 1,30 m. La mer, elle a juste défoncé tout ça, les meubles ont flotté à l'intérieur et ça a fait machine à laver et tout est ressorti dans les jardins. Là, les jardins ont été nettoyés, mais tous les jardins étaient remplis d'objets qui appartenaient à tout le monde, tout mélangé, quoi. Alors là, c'était la chambre de mes parents et tout est mélangé, les chaussures, les vêtements, les meubles, les morceaux de placo, c'est irrécupérable. Ce qui est difficile, c'est de perdre toute son histoire familiale. Mon père avait 80 ans, il y avait dans cette maison une commode du 19e siècle en chêne massif. On ne l'a jamais retrouvée, elle est partie, elle a flotté, on ne l'a jamais retrouvée. Mais il n'y a pas que ça, il y a des photos de familles anciennes, il y a tout ce qu'on avait dans nos disques durs, qu'on avait numérisé de notre patrimoine familial, qu'on a perdu, quoi. Les meubles, on s'en fout, mais les souvenirs, les preuves de notre histoire familiale, on a perdu. C'est ça qui est dur. Son père vit désormais dans une maison de retraite. Ici, c'est ma sœur qui habitait ici. C'est pareil, hein, ça a été fermé, mais à l'intérieur, tout est pourri. Pour sa sœur, plus question de vivre sous les tropiques. Avec son mari, elle est repartie en métropole. Christophe et sa femme, eux, refusent de baisser les bras. Hello. Ça avance? Ça sort facilement? Faut pas se décourager, là. Hein. Non, non, non. On avance. Ouais, on a besoin de revenir chez nous le plus rapidement possible. Dans combien de temps on va travailler? 4-6 mois. Voilà, 4 à 6 mois, ouais. Au plus fort du cyclone,
Christophe réussit in extremis à se mettre à l'abri. Quand j'ai vu le vent qui commençait à faire bouger mon volet anticyclonique et que l'eau suintait sous ma baie vitrée, je me suis réfugié dans cette petite pièce parce que c'est le seul endroit dans la maison où il y avait un toit en béton. Et j'avais peur, principalement, je ne pensais même pas que la mer monterait si haut, mais que le toit puisse s'envoler. Donc là, au moins, j'étais à l'abri. Mais l'eau est rentrée à l'intérieur et j'ai dû rouvrir ma porte qui était fermée avec contreplaqué avec marteau et burin. Ça m'a pris 45 minutes pour sortir et je me suis réfugié dans l'escalier en haut. On se sent des réfugiés climatiques en quelque sorte, un sentiment d'abandon. Ouais. Sur une grande partie de l'île, les stigmates restent bien présents. À l'image de ce cimetière de bateaux, des yachts, des voiliers témoins d'un passé fastueux. Ces années 80 qui vont voir les projets immobiliers se multiplier. La main-d'œuvre arrive d'Haïti, de République dominicaine ou de Guadeloupe. Les nouveaux venus s'installent ici, à Sandy Ground, un quartier où la plupart des maisons sont construites sans permis. Ces tôles abandonnées montrent aussi que les habitations étaient faites de briques et de broc. Aucune construction précaire n'a résisté. Regardez-moi la situation de la maison. Depuis 30 ans que je suis ici, hein, ça dure déjà 4 mois, il n'y a rien qui se passe, il n'y a personne qui vient te voir, ils disent rien. Alors on est là, on attend, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Henri est arrivé au moment du boom immobilier. Il est guadeloupéen. Moi, je fais 2 semaines, je dormais dans ma voiture parce qu'il n'y avait aucun endroit pour aller. C'est dur. Avant, il y avait des cyclones. Moi, je reste dans ma maison, il n'y a rien qui se passait. Mais maintenant, il faut faire très attention. La mer, ça monte. Et puis les bateaux, ils viennent sur les maisons, ils cassent des maisons. Alors. D'autres villas en première ligne ne résisteront pas à une prochaine tempête. En revanche, la maison de la voisine d'Henri a eu un peu plus de chance. Alors voilà, vous voyez, on a tous été touchés par la mer, le vent, comme tout le monde. Et ben là, il y avait une cuisine. Là, il y avait une pièce à vivre. Et puis là, il y a le bord de mer. Regardez la belle vue qu'on a quand la mer est sage. Moi, quand je me suis installée dans cette maison, je savais que j'étais aux premières loges pour les cyclones. Mais justement, dans cette maison, depuis Louis, elle a eu tous les cyclones. Et bon, elle avait toujours bien résisté. La peur reste omniprésente. Dans quelques mois, une nouvelle saison cyclonique démarre. Évidemment que si on a un cyclone de la violence d'Irma tous les ans, là, il faudra revoir la copie. Mais, à mon avis, on n'en est pas là. Edith reste optimiste. Sandy Ground est son jardin d'Éden qu'elle ne veut quitter pour rien au monde. Pourtant, son quartier a mauvaise réputation. Il y a eu énormément de pillages dans l'île, une catastrophe. D'ailleurs, ça a détruit les commerces que Irma n'avait pas détruits. C'est une honte, une horreur. Mais ici, il n'y a pas un bibelot qui a disparu. Donc, pour le quartier le plus dangereux de l'île, je dois dire que moi, je suis très contente d'être ici. Aujourd'hui, Edith tente de venir en aide à ses voisins. Elle veut retrouver le propriétaire de ce bateau qui a défoncé plusieurs maisons, dont celle d'Henri. Il a l'air bien solide, hein? Tu as vu ça? Tu te rends compte? De ce côté-là, comme c'était sur la mer, oui. Il n'y a rien. Mais de l'autre côté, il est vraiment fracturé. Ouais, Victoria, ouais. Victoria. Il a dû être bousculé, brinque-ballé là, par les vagues. Et taper. Une fois qu'il était incrusté là-dedans, il ne pouvait plus ressortir. Heureusement, voilà. Parce qu'imagine un peu s'il avait continué. Comme la plupart des propriétaires de Sandy Ground, Henri n'avait ni assurance, ni permis de construire.
Aujourd'hui, il n'a plus rien. Seul un abri provisoire dans une école désaffectée. Quelques mois plus tard, nous revenons à Saint-Martin. Alors que la plupart des maisons et des infrastructures de l'île sont toujours en ruine, Christophe Enoch, lui, a presque terminé ses travaux. Là, je suis en train de construire un poulailler. Parce qu'après le cyclone, on a une amie qui nous a donné 2 poules pondeuses. Et elles font chacune un œuf par jour. Et elles étaient en pension chez ma maman, où on était logés jusqu'à maintenant, à Oyster Pond. Et on va bientôt aller les chercher. Et on aura nos œufs tous les jours à la maison. En même temps, un poulailler... faire des poulaillers anticycloniques, il faudrait quand même pas exagérer. Hein. Pour trouver des matériaux et des meubles, il est allé en métropole. Ici, il n'y avait plus rien. À l'intérieur, on n'a pas encore terminé, on a pas mal de finitions à faire. On a beaucoup mis la main nous-mêmes aux travaux. Et les artisans ont pratiquement terminé. Il y a les électriciens qui doivent repasser, le plombier pour des bricoles, mais tout le reste, on va le faire nous-mêmes. Ah oui, on a refait le carrelage, l'électricité, la plomberie, on a meublé, on a remis des canapés, les cuisines sont encore en cours de construction. C'est le même arrangement que comme on était avant, hein. Il y avait les bureaux et les meubles à peu près aux mêmes endroits. Et puis ici, c'était la chambre des enfants qu'on a un peu modifiée puisqu'on l'a transformée en un studio un peu plus grand, une petite cuisine indépendante parce qu'ils sont grands maintenant. Tous les murs en placo ont été remplacés par des murs solides. C'est du béton solide. Et puis, dans notre chambre, on a construit un abri anticyclonique, comme ça se faisait autrefois. Et ici, donc, se trouve notre salle de bain, qui servira d'abri à toute la famille en cas de problème, avec au plafond du béton. Ici aussi, du béton. Partout, les parois sont en béton. Donc, si la couverture, la charpente s'envolait, on pourrait s'abriter ici. On a encore du boulot pour que ça ressemble à quelque chose, mais là, on a beaucoup plus d'énergie qu'on en avait avant. Ouais. Maintenant qu'on est chez nous, on est content. Très content. Il y a de quoi. Ouais. On était déterminés à revenir, on est revenus. Christophe reste amer et parfois en colère, surtout quand il voit, juste à côté de chez lui, des complexes immobiliers complètement délaissés. La reconstruction est lente, trop lente à ses yeux pour relancer l'activité touristique. Ces programmes immobiliers défiscalisés devaient, dans les années 80, développer l'économie de l'île. Tout est à l'abandon. Ça a ravagé notre environnement. C'était des opérations immobilières spéculatives. Et voilà, quoi. Ça a fait un boom, effectivement. Hein. Le BTP, il a marché pendant 10-15 ans, etc. Les hôtels se sont mis en place, ils ont fonctionné. Et puis après, ils ont été revendus à la découpe. Un peu partout des maisons, des appartements abandonnés. Ce sont en majorité des résidences secondaires. Leurs propriétaires habitent en métropole. Ils louent leur villa aux touristes. Pas comme Edith, qui vit ici à l'année et qui se préoccupe encore du sort de ses voisins. Henri pas là. Henri est pas là. Ils sont là depuis Noël, ils se sont installés, ils campent, ils attendent. Déjà, ils habitent là. Voilà, après... En réalité, Henri est désabusé. Il ne veut plus parler de sa situation qui n'évolue pas. Edith le soutient comme elle peut. Elle n'a toujours pas restauré sa maison. Alors, nous voilà à l'abri du vent, de la pluie. Mais pas à l'abri d'un prochain cyclone. Non, évidemment pas. Ça, c'est le gros souci. Mais on croise tous les doigts, hein. De toute façon, quand j'ai choisi de m'installer ici, j'avais parfaitement conscience du risque cyclonique, qui de toute façon, on a ailleurs aussi. Edith a eu le coup de foudre pour cet endroit. Là, j'ai regardé la mer. J'ai dit, c'est magnifique, plus beau, ça n'existe pas. Il y a le risque cyclonique. Alors,
moi, pour rester ici, je trouve qu'il y a quelque chose qu'il faudrait faire. Il faudrait signer une lettre, reconnaître qu'on a parfaitement conscience des dangers que présente cet endroit et que c'est un choix de notre part, un choix lucide et un choix calculé. C'est un risque comme un autre, hein. Et si on vous demande de quitter cette maison définitivement? Ah ben non. Non, enfin non, si on est exproprié. Mais il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que c'est cette discrimination géographique là? Parce qu'on est au bord de l'eau, on va nous enlever. Si vous croyez qu'au centre, en plein milieu de l'île, les dégâts, ils ont été pires que chez moi. Aujourd'hui, le quartier est classé zone rouge, zone désormais inconstructible. Et pour les maisons situées au bord de l'eau, il est interdit de se protéger. Pas de murs, d'épis ou encore d'enrochements. En janvier 2020, des émeutes ont eu lieu pour dénoncer ce nouveau plan de prévention des risques naturels. Mais la préfecture refuse toujours de reculer et d'arrêter les expropriations sur le front de mer. Comment faire alors pour limiter les risques lorsque son île est située sur la trajectoire des cyclones? À 500 km de là, en Martinique, la population vit aussi avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Le risque cyclonique est une réalité qui est prise très au sérieux. Irma, Maria, c'est les événements les plus importants qu'on ait jamais connus sur les Antilles en intégrant les îles du Nord. C'est 2 milliards de sinistres, 2 milliards d'euros. Demain, on a un Irma qui touche la Martinique. Sur la même intensité, c'est un sinistre puissance 8. Donc c'est pas 2 milliards, c'est 16 qu'on aura ici. Et donc là, ça peut être absolument catastrophique. Les compagnies d'assurance n'ont pas les moyens d'assumer de tels risques. Alors, elles changent leur politique et refusent de garantir désormais un certain nombre d'infrastructures ou d'activités touristiques. Les commerces, situés les pieds dans l'eau par exemple, ne peuvent plus assurer leurs biens. Les propriétaires doivent en revanche pouvoir démanteler leur restaurant en cas d'alerte cyclonique, sous peine d'être expropriés. Ici, sur la plage du Carbet, on est loin de minimiser le danger. La preuve, voici les noms de tous les ouragans qui ont frappé les Caraïbes. Guy Ferdinand possède l'une des plus belles affaires de la commune. Ah, petite langouste. Ça va? Clientèle locale ou touriste, son restaurant est ouvert 7 jours sur 7. À l'année, il emploie une vingtaine de personnes. Bon, on va aller. C'est une belle affaire ici, hein? Ben, c'est pas mal, hein? Ça marche tout le temps? Oui, toute l'année. Toute l'année. Pas de répit? Non, 365 jours sur 365. On est 90 ce soir. Là, vous préparez quoi? Un petit mariage, donc on a de la plage. Une plage qui rétrécit d'année en année. La plage avait 12 mètres de plus. La plage arrivait au poteau là où est le ponton maintenant. Tu vois les poteaux du ponton qui étaient juste là-bas. Donc il y a 13 ans, on avait à peu près 12 mètres de plus. On a perdu 1 mètre par an. Donc oui, effectivement, on risque de perdre notre plage. Il n'y a aucun restaurant de bord de mer qui soit assuré. Aucun. Enfin, nous, on est habitués. Donc en cas de fort vent, cyclone, etc., on démonte. Et vous êtes prêt à payer plus cher votre prime d'assurance? On est prêt à payer le prix que l'assurance demande. Quand on assure une voiture, on te dit voilà, c'est tant par mois, on paye le prix qu'on te demande. Donc pour nous, c'est pas un problème de tarif, c'est un problème de garantie. Jusqu'à quelle garantie ils sont prêts à aller? Ce qui est quand même hallucinant, c'est que l'outil de travail n'est pas assurable. Et à terme, vous avez peur pour votre exploitation? On va anticiper l'érosion et puis on va regarder si jamais on peut passer en flottant. Je pense pas qu'on aura le choix. Le changement, on va pas pouvoir aller contre. On est directement ouvert sur la mer, donc chaque année on perd du terrain, donc ça va pas changer ou ça va pas s'inverser. Donc nous, on a déjà anticipé, on va passer de l'autre côté parce que à terme, on n'aura plus de plage. Bon, là c'est bien. Guy Ferdinand profite de son petit paradis. Tout comme ses mariés qui se disent oui pour le meilleur et pour le pire. À l'image de cette côte sous le vent, la façade des Caraïbes est partout soumise à l'érosion.
Plus au nord, au bout de la départementale numéro 10, la commune du Prêcheur, un ancien port. Jean-Guy Gabriel vivait de la pêche artisanale avant de se tourner vers une autre activité plus lucrative. Aujourd'hui, son bateau lui permet de faire découvrir aux touristes sa commune depuis la mer. Alors je vais vous montrer le quartier Charmeuse, où l'érosion a été quelque chose de phénoménal, mais très grave. Voir là où était la mer il y a une trentaine d'années, et aujourd'hui, là où elle se trouve, la mer a gagné plus de 70 mètres sur cette zone. On estime qu'ici, c'est là où commençait la plage. Un recul impressionnant. Au Prêcheur, l'urbanisation se concentre en grande partie sur le littoral. Alors, notre maison, la maison où je suis né, se trouvait juste après ce guet. Cette maison était juste devant, en partant de la route. Alors, elle doit se trouver juste là où on est. Il y a encore des vestiges, des murs. Lorsqu'on regarde, il y a encore des murs posés au fond. Malgré des digues, des enrochements, la mer gagne du terrain inexorablement. Elle grignote mètre après mètre le village. Les gens, lorsqu'on leur disait que la mer gagnait, ils ne voyaient pas tellement l'importance, puisqu'elle était tellement loin. Mais aujourd'hui, elle est tellement proche des maisons. Et c'est là où les gens commencent à s'inquiéter, on commence à parler d'érosion. D'autres cyclones, d'autres dégâts. Et à chaque fois, la façade maritime du Prêcheur se fissure. Seuls les décombres rappellent la puissance d'Irma. Toutes les maisons qui se trouvaient, je dirais, sur la rive gauche, côté mer, eh bien, ont pratiquement disparu. La maison là aussi a été abandonnée, belle maison, mais elle a été abandonnée. Jusque-là, on a encore des séquelles de la houle. Belle maison comme ça. Mais on n'est pas à l'abri. Les anciens propriétaires ont soit quitté la commune, soit trouvé un terrain sur les hauteurs. Jean-Guy, lui, fait de la résistance. Allez, voilà, on est chez moi. Je vais vous montrer que j'habite juste au pied de la mer. La mer qui était très loin. Aujourd'hui, c'est ma voisine, je dirais ma voisine la plus proche. Je suis à l'aplomb de la mer. Alors, il y avait une protection, mais la mer a tellement gagné, ça a enlevé toutes ces pierres. Aujourd'hui, j'ai l'eau juste au pied du mur. On commence déjà à penser au repli, parce qu'elle est tellement proche et on a peur que le mur s'affaisse. Si le mur s'affaisse, c'est tout ce petit bijou qui va disparaître. Mais il faudra trouver une maison, un endroit pour... sur les hauteurs pour être relogé. Mais ça, c'est en vue. La Martinique n'est pas la seule des terres ultramarines à souffrir de la montée des eaux. D'autres coins de cette France sont tout aussi submersibles. Comme la Polynésie, où ces 5 archipels sont nés à la suite de formidables éruptions volcaniques sous-marines qui se sont produites à des millions d'années d'intervalle. Les paysages racontent cette histoire, des lieux à couper le souffle, mais rattrapés par cette nature imprévisible, avec des cyclones qui frappent régulièrement. Ici, le risque est pris très au sérieux. La preuve, cet exercice qui mobilise des moyens impressionnants. 900 militaires français participent en octobre 2019 à cette manœuvre. Elle se déroule à Rangiroa, dans l'archipel des Tuamotu. L'objectif est de coordonner toutes les forces militaires pour intervenir au plus vite dans ces archipels éloignés.
Il faut dire qu'ici, l'inquiétude est réelle. Cet atoll, comme celui de Manille, est à fleur d'écume et forcément plus vulnérable à la montée des eaux. Des îles où l'on ne circule le plus souvent qu'à vélo. Fabienne est notre guide dans cette perle du Pacifique. Bonjour les filles, ça va? Avec le changement climatique, Fabienne sait que rien ne pourra éviter la montée du niveau de l'océan. Donc toute cette partie que l'on voit ici, là, c'est la partie la plus vulnérable, puisque le vent qui arrive vient du nord, et donc les vagues arrivent de ce côté-là, de l'atoll, avec un courant sortant qui freine quand même la puissance des vagues qui arrivent de ce côté-là et qui renvoie tout ça ici. Vous voyez ce mur qui est là, cette fondation, c'est ce qui servait un petit peu de frein quand l'eau arrive pour que les propriétés ne soient pas inondées. Mais il est tout petit ce muret. Oui, on s'est aperçu que quand il y a une forte houle, l'eau passait au-dessus de ce muret. C'est pour ça que nous avons sollicité le service de l'équipement pour avoir un muret beaucoup plus haut, pour pouvoir isoler les habitations d'une éventuelle inondation. Face à la violence des vagues, à certains endroits, des remparts ont également cédé. C'est David contre Goliath ici. Oui, on va dire l'homme contre la nature. Et qui va gagner à votre avis? La nature, évidemment. Manille appartient à un archipel composé d'atolls, tous plus beaux les uns que les autres. Des lieux coup de cœur, comme la forme de cette barrière de corail. Dans le village principal, il y a 700 âmes environ à l'année, mais en période scolaire, la population grandit. Manille possède en effet un internat pour les enfants des atolls voisins, dépourvu d'infrastructures. Il a été construit en partie sur ce remblai, gagné sur la mer. Et en cas d'inondation ou de cyclone, il y a un endroit pour protéger tous les enfants? Les salles de classe sont réquisitionnées et tous les enfants donc, sont regroupés à cet endroit-là où il y a les classes pour permettre justement le comptage des élèves et puis d'avoir une surveillance plus appropriée. Surveillés, mais les enfants sont-ils vraiment protégés en cas de cyclone? Pour l'archipel des Tuamotu, les autorités ont également lancé un plan de prévention. Des abris surélevés doivent être construits, en principe. D'accord. Non, mais puis j'ai l'impression que c'est une partie la plus basse de la cour, en regardant d'ici le niveau. C'est le plus bas. En théorie, il devrait y avoir un abri anticyclonique au fond de la cour, là. Voilà ce qu'on nous a dit l'année dernière quand l'administrateur des Tuamotu est venu. Vous n'avez pas le sentiment d'être un peu abandonné, en tout cas très isolé? Voilà, très isolé. Oui, ça c'est sûr. On est abandonné vraiment, un peu aussi? Bon, on ne va pas dire comme ça, puisque quand même, ils s'inquiètent, ils nous apportent des informations par les moyens, par téléphone, pour nous prévenir qu'il y a un cyclone. Bon, même si quelquefois c'est un peu en retard, en décalage, mais bon. Les autorités ont-elles vraiment pris la mesure des risques liés au réchauffement climatique? Ici, les dernières constructions montrent qu'il n'en est rien. Cette cantine scolaire a été réalisée en dépit du bon sens. Elle est située sur le front de mer. Comme la mairie, les installations publiques à moins de 50 cm au-dessus du niveau de l'océan. Fabienne Bennett nous emmène sur un autre moutou. C'est à seulement 10 minutes en bateau. En cas de cyclone pour la population, c'est aujourd'hui la seule porte de sortie, car sur cette île, il y a l'aéroport. La dernière fois qu'il y a eu la dépression l'année dernière, la mer est quand même passée sur le revêtement de l'aéroport, malgré le rehaussement de la piste d'atterrissage. Face aux éléments, l'aéroport a été submergé à plusieurs reprises ces dernières années.
À chaque fois, les wagons presque tout emportés sur leur passage. Trop exposés, la piste a été surélevée une première fois, puis une seconde. Déjà, pour venir du village à l'aéroport, il nous faut au moins 10 minutes de temps de bateau. Quand la mer est agitée, et quand c'est impossible de traverser. Et la difficulté, c'est que en venant jusqu'ici, puis de voir que l'aéroport est impraticable, ça c'est encore un peu plus décevant, quoi. Isolée, Manille vit au rythme des houles cycloniques, des tempêtes et des rumeurs. Il y a eu un agent du service de l'urbanisme qui est passé, et donc il aurait dit à certains villageois que Manille allait disparaître dans les années 2075. Donc c'est pas très loin. C'est en allant interroger la maire de Manille qu'on sent l'importance de cette inquiétude. Lors de notre dernière réunion au Congrès des maires, on nous demande d'évacuer nos populations. Nous, on a posé la question, mais on va évacuer où notre population? Donc, ils nous proposent soit les Marquises, soit Makatea. Et pourquoi ils vous ont demandé d'évacuer? Parce que c'est à cause de la montée des eaux. Trop dangereux? Trop dangereux, oui. Trop dangereux pour la population, oui. Mais à votre avis, la population ne voudra pas évacuer? Je crois pas. Je crois pas qu'ils veulent quitter l'île. Et vous n'allez pas les convaincre? Je vais essayer de le faire. Déjà, moi-même, je n'ai pas envie d'y aller. Moi, je me pose la question, peut-être en 2050 ou en 2040, je serai plus dans ce monde, mais je m'inquiète quand même pour mes enfants et mes petits-enfants. À l'écouter, Manille ne serait bientôt plus qu'un atoll fantôme. Fantasme ou réalité? La population doit-elle quitter son Moutou? Pour le savoir, nous partons à Papeete. Seul le gouvernement polynésien peut prendre une telle décision. Un gouvernement souverain, même s'il reste dépendant des subsides de l'État français. Nous sommes dans la salle du Conseil des ministres. A priori ici, il n'a jamais été question d'une telle évacuation. Radio cocotier, ça marche aussi. Hein. C'est un thème propre à la Polynésie. On fait courir des bruits, dépêchez-vous, il faut évacuer, l'eau arrive. C'est un peu comme le tsunami. Mais il n'y a pas de danger, pour l'instant. Il n'y a pas de danger. Jusqu'ici, tout va bien. Mais au sein de l'Assemblée polynésienne, on ne partage pas forcément cet optimisme. Le réchauffement climatique, on a vu Tuvalu, on a vu les autres îles. La Polynésie, je dirais qu'aujourd'hui, ce réchauffement climatique est déjà là. La montée des eaux est déjà présente. Donc les Tuamotu seront les premiers touchés, les îles hautes après, mais tout le monde ne sera pas épargné. Cet ancien ministre de l'Environnement pense qu'il faut dès maintenant anticiper les risques. Pour l'archipel des Tuamotu, l'enjeu est crucial. Les populations de ces îles basses, en cas de montée des eaux, ne pourront pas se réfugier sur les hauteurs, comme sur ces îles volcaniques. Bora Bora, Tahiti ou les Marquises. Alors, en insistant, on apprend qu'il existe des solutions alternatives, au cas où. Au lieu de fuir son atoll, pourquoi ne pas imaginer déjà des villages lacustres? Il faut étudier tout. On peut vivre sur le lagon. D'ailleurs, une pilotis, c'est ça aussi. On sait vivre sur des lagons avec des pilotis de 2-3 mètres plus haut par rapport au lagon. Ça, on sait le faire. Donc, ce n'est pas la peine de bouleverser totalement le mode de vie. Il faut s'adapter, à mon avis. Mais c'est un coût. À ce moment-là, il faut nous aider à construire des villages lacustres. Une cité lacustre, une idée originale. Mais est-ce la solution la plus pertinente? En Polynésie française, il existe déjà ce type de structure. Nous arrivons sur l'île mythique de Bora Bora. Ici, les hôtels rivalisent de luxe. Des palaces flottants où en haute saison, la nuit dans ces bungalows peut coûter entre 600 et 1200 €. Guillaume Épinette dirige l'un de ces établissements. Installé depuis près de 20 ans dans l'archipel, il sait qu'à tout moment, ces lieux paradisiaques peuvent se transformer en enfer. C'est vrai que quand les éléments naturels se déchaînent, ça peut devenir très vite très compliqué, notamment en 2005, lors de la dernière houle cyclonique, où on a eu une montée des eaux très importante. L'eau est vraiment passée au-dessus de ces pontons, arrachant la plupart du temps les pontons, arrachant une partie des sundecks.
Dans le lagon, le passage du dernier cyclone a été fatal à plusieurs structures hôtelières. De l'autre côté de la baie, par exemple, les propriétaires n'ont pas voulu réparer les dégâts. Ces bungalows ne font plus rêver, ils sont abandonnés à leur triste sort. Le tourisme n'est plus aussi florissant. Moins de 150 000 touristes chaque année, soit une chute de près de 33% depuis 2001. Après chaque calamité, il faut pourtant reconstruire. Guillaume Épinette nous présente le dernier palace réalisé par son groupe. Lors du dernier passage de Holi, par exemple, toutes les plateformes de bronzage étaient recouvertes. On a le lagon qui était arrivé à ce niveau-là, ce qui nous laissait encore une large marge par rapport à la sécurité de nos clients, puisque le niveau du bungalow, lui, est beaucoup plus haut. Notre groupe est présent en Polynésie depuis un peu plus d'une trentaine d'années, donc l'expérience est là également. Ce qui fait que quand on a construit cet hôtel en 2006, on a su tirer un petit peu les leçons du passé et de se dire qu'aujourd'hui, il nous fallait une construction qui soit adaptée à notre environnement et pas l'inverse. La question des changements climatiques oblige les dirigeants à mettre en place une politique plus respectueuse de l'environnement. Les hôteliers de Bora Bora ont d'ores et déjà commencé un travail de sensibilisation à tous les niveaux. C'est un petit paradis juste extraordinaire. On voit ce mélange de couleurs, le bleu du lagon, ces bleus du lagon qui vont se mélanger, ce vert de cette montagne, le mont Otemanu, si importante pour les habitants de Bora Bora. Des paysages aussi spectaculaires, il en existe beaucoup sur le territoire français. Nous partons ici à plus de 15 000 km de ces eaux turquoises pour débarquer sur un autre petit paradis, l'île de la Réunion, au cœur de l'océan Indien. Ici, on s'adapte au mieux au changement climatique, mais on essaie aussi de devenir un territoire pionnier en matière de transition énergétique. L'île est en première ligne avec un objectif, limiter les importations d'énergie fossile, pétrole et charbon. Elle développe ainsi des projets inédits comme celui du centre de détention de Barzour. Sur 35 hectares, des milliers de panneaux solaires, près de 27 000 au total. Et au milieu, une centrale de 9 mégawatts qui permet d'alimenter en électricité 12 000 foyers. Un système qui, lors de son installation, était une première mondiale. Donc là, vous allez voir, on est vraiment au cœur de la centrale photovoltaïque. Donc ici, vous avez les panneaux qui produisent toute la journée en fonction du soleil. Mais le problème qu'on avait, c'est que dès que vous avez des nuages comme là, on le voit aujourd'hui, la production faiblit. Et donc, il fallait compenser cette baisse de production. Et on a trouvé la façon de le faire grâce à des énormes batteries. Des énormes batteries qui stockent cette énergie et qui nous permettent d'envoyer toujours la même quantité d'énergie dans le réseau. Premier producteur indépendant d'électricité propre en France, ce pionnier fournit aux îles du monde entier une énergie sur mesure. À l'heure du réchauffement de la planète, Éric Scotto fait partie de ces dirigeants qui tentent de relever le défi climatique. Il y a une chose qui est sûre, c'est que l'énergie solaire, c'est l'énergie la plus disponible sur cette planète. Alors même si le solaire est très présent à La Réunion, c'est pas la seule énergie qui permettra de remplacer le fioul et le charbon. Il va falloir la combiner avec l'hydraulique, avec l'éolien, la géothermie. Et là, ce que vous voyez, le stockage, c'est vraiment l'outil technologique qui va pouvoir permettre à toutes ces énergies de cohabiter et de pouvoir un jour remplacer les énergies fossiles sans aucun problème. L'entrepreneur français voit plus loin. Le centre de détention de Barzour est une vitrine pour ses ambitions planétaires. Sur 6 000 mètres carrés, il a transformé les terres en friches en terrains agricoles. Pour les cultiver, des détenus volontaires et un concept, la permaculture. On a voulu donner un côté esthétique en plus du côté pratique de nos cultures. Donc on a fait des buts de façon circulaire et on a multiplié les cultures, on les a mis entre elles afin qu'ils puissent se défendre en fait, des insectes et autres chenilles. Donc on a mis de la salade, de la betterave, des poireaux, de la courgette, de la blette, du chou rave. C'est super émouvant de voir la concrétisation de ce travail, de ces idées, parce qu'on ne nous a pas forcément aidés au départ et ça a été compliqué les négociations pour pouvoir en arriver là. Et là, pour moi, c'est un petit peu l'aboutissement de ce rêve qu'on a eu, puisqu'il faut aller au bout de ses rêves. Et là, aujourd'hui, c'est plus un rêve, c'est une réalité. Il n'y a qu'à voir, là.
suffit qu'on fasse connaître ça sur toute l'île de la Réunion et la transition agricole est engagée là. Le projet séduit, mais pour convaincre la direction pénitentiaire, il propose aux détenus de s'initier au métier en lien avec les énergies renouvelables ainsi qu'à l'agriculture biologique. Quand vous voyez ce qu'était le sol avant qu'on démarre ce projet de permaculture, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a fait du chemin. Quand on voit la terre là, qui est extrêmement fertile, avec tout ce qui pousse, et le travail que les détenus ont pu faire ces dernières années pour pouvoir en arriver là. C'est quand même extraordinaire. Ça Nassi, c'est des peintres ou des sculpteurs là que t'as mis. C'est bon, c'est beau, ça fait du bien. Ne serait-ce qu'en regardant, on est heureux là déjà. Ça change du cadre extérieur. C'est vrai qu'on a l'impression d'entrer dans une oasis, un peu de verdure par rapport à la zone vraiment sèche et aride dans laquelle on est dehors, quoi. C'est l'avantage des panneaux, en fait, ça nous permet de maintenir une ambiance thermique. Il fait moins chaud sous la serre qu'à l'extérieur et aussi une humidité qui est plus propice au développement des plantes qu'à l'extérieur. La partie, voilà, pour moi, c'est la partie sociale. C'est vraiment indissociable du projet énergie renouvelable et agricole qu'on voulait faire. Pour nous, c'était fondamental de travailler sur la réinsertion. Là, on était certain que produire en bio, produire en permaculture, permettre à ces gens d'aller vers ces métiers du futur serait une façon, pour nous, quasi certaine de réussir de vraies réinsertions. C'est fondamental de mettre les mains dans la terre, de se reconnecter avec cette planète. Ouais, donc là, c'est un essai. C'est la première fois qu'on fait des fraises? Oui. Bon, je goûte. Hein. Ouais, vas-y, elles sont bonnes en plus. Peut-être pas encore assez bien. C'est déjà bien sucré. Hein. D'accord. Oh, c'est incroyable. Ouais. L'île importe la majorité de ses fruits et légumes. Mais grâce à ce type de projets innovants, la Réunion pourrait réduire sa dépendance avec les producteurs extérieurs. Maraîchage, horticulture ou, comme ici, pisciculture. Les exploitants qui font le choix des serres photovoltaïques sont ravis de leur investissement. C'est meilleur pour le poisson. Et on a des gains de croissance maintenant. De 1 mois dans l'année, on arrive à gagner 10% de taux de croissance dans l'année. Cerise sur le gâteau, ce pisciculteur teste ici de nouvelles espèces de poissons, et pas n'importe lesquelles. Les derniers nés, ici, c'est l'élevage des surgeons. Alors ça, c'est les surgeons sibériens. On a quelques individus, voilà. Histoire de faire des tests, justement, d'acclimatation, d'alimentation, savoir comment ils réagissent dans l'environnement. Est-ce que la qualité de l'eau, l'environnement, le soleil, la chaleur, voilà. Grâce aux panneaux solaires, à La Réunion, on va déguster du caviar. Oui. C'est ça? Écoutez, c'est l'objectif, hein. Alors, voilà, mais on essaye de consolider d'abord tous nos tests et viabilité déjà de tout ce qui est référentiel technico-économique. Du caviar de la Réunion, c'est aujourd'hui une réalité. Mais ce n'est pas le seul joyau dont on est très fier ici. Les trésors les plus remarquables sont situés sur les hauteurs de l'île. Loin du lagon, le bleu s'éclipse alors pour laisser la place au vert. Ici, dans ces cirques classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, on tente de montrer que l'on peut vivre en harmonie avec la nature. Nous sommes au-dessus du cirque de Mafat. Sous les nuages, le hameau de la Nouvelle, perché à près de 1500 mètres d'altitude. 200 habitants à l'année. Toujours. Vanessa Méranville est la maire de la possession. Le hameau est sous sa juridiction et c'est pour elle un modèle et un laboratoire pour faire de la Réunion une île plus résiliente et innovante. Les Mafatais ont vraiment cette particularité de ne pas avoir toute cette vie moderne, les voitures, le bruit. Et il faut qu'on arrive à préserver ça. Et l'objectif pour nous, ça serait vraiment de faire de Mafat un petit bijou de transition énergétique, qu'il devienne autonome avec que des énergies renouvelables propres et qu'on en fasse vraiment un joyau, déjà que c'en est un naturellement, mais au niveau énergétique également. Ça serait une très belle réussite et un très beau modèle pour la Réunion et pourquoi pas encore plus largement.
Chaque matin, seuls les va-et-vient de cet hélicoptère rappellent que l'endroit est isolé. Aucune route d'accès, excepté un chemin de randonnée. La population vit à l'écart du monde ou presque. Le cirque de Mafat est l'un des sites les plus fréquentés. Près de 200 000 touristes à l'année. Pour l'électricité, la population dispose d'installations photovoltaïques. Et pour pallier les manques d'ensoleillement, de groupes électrogènes. Bonjour. Bonjour. À l'école, la seule dans le village, la maîtresse dispose des moyens les plus modernes. C'est l'intérêt de l'équipement, pouvoir alimenter le tableau blanc interactif et le vidéoprojecteur dans chaque salle de classe. L'éloignement fait qu'encore plus qu'ailleurs, on a besoin des moyens de communication les plus modernes possibles. Donc on les équipe autant qu'on peut. Pas de panne d'électricité? Quand il fait pas très beau, c'est arrivé une fois depuis la rentrée. Donc c'est pas très souvent, mais ça peut arriver, oui. Dès qu'il y a des nuages, dès qu'il pleut? Voilà, il faut qu'il fasse pas beau pendant plusieurs jours quand même, pour que vraiment on arrive à avoir une coupure d'électricité, mais c'est quand même rare. Ah d'accord. On est souvent en train de regarder ce qui se passe dans l'Hexagone et de se dire ah, pourquoi on n'a pas ça à La Réunion. Ben, c'est bien pour une fois que ce soit inversé. Depuis 2018, la Nouvelle et ses habitants disposent d'un système de panneaux solaires avec un générateur dernier cri ainsi qu'une unité de stockage. Plus besoin de groupes électrogènes ou de pétrole. Ici, pas d'excès ou de surconsommation. Le mode de vie est d'une grande sobriété. Résultat, les villages du cirque consomment en énergie jusqu'à 1/3 de moins qu'ailleurs dans l'île. Un retour aux sources en quelque sorte. La Réunion était une île verte jusqu'en 1982. Oui, alors la Réunion était effectivement exemplaire, puisque si vous regardez sur ce graphique, en 1982, avec la mise en service de la centrale de Rivière de l'Est, c'était une île 100% énergie renouvelable. Bon, malheureusement, si vous regardez par la suite, la consommation, elle a beaucoup augmenté, c'est lié au rattrapage, il y avait quand même très très peu de développement à la Réunion jusque-là, et donc elle s'est développée avec le développement de la bagasse, donc c'est les résidus de canne à sucre qui sont brûlés, qui permettent de produire de l'électricité, mais qui nécessite un complément, c'est un complément charbon. Donc un des gros enjeux de la transition énergétique, ce sera de remplacer cette part de charbon. Et en particulier, on travaillera sur le développement de la biomasse pour remplacer ce charbon. Si au début des années 80, la Réunion fut baptisée l'île verte, c'est grâce à ses paysages si riches. Mais pas seulement. Il faut suivre le canyon de la rivière des Marsouins pour survoler l'un des sites qui a contribué à cette image. Nous voici au-dessus du barrage de Takamaka. 6 mètres d'eau par an, c'est le record mondial de pluviométrie. Un endroit idéal pour installer une centrale. Les barrages de Takamaka sont essentiels parce que l'hydraulique c'est 20%, donc un Réunionnais sur 5 qui consomme de l'énergie hydraulique, mais ça apporte beaucoup plus, ça apporte de la flexibilité et grâce à l'hydraulique on régule complètement la pointe de consommation du soir. 19h c'est le pire. 19h le pic de la marmitarie, on appelle ça ici, donc c'est le moment où les Réunionnais rentrent et font cuire leur riz, et le pic de puissance le soir correspond à la mise en route de ces marmitaries. Si ces projets contribuent à la transition énergétique de l'île, ils ne sont pas suffisants. Pour une île verte, il faut que les Réunionnais apprennent à mieux optimiser l'énergie dont ils disposent. Et c'est le cas dans la commune de La Possession. Vanessa Miranville-Lamère supervise ici un chantier novateur, un éco-quartier. Son parti pris, construire une résidence éco-responsable. L'idée est de vivre en symbiose avec la nature et en limitant la surconsommation d'énergie. On est vraiment dans une démarche de garder de la nature en ville. C'est ce que chaque citoyen réclame, le bien-être au quotidien. Cette allée centrale, en fait, ça va être vraiment la colonne vertébrale de l'opération. C'est le mail tropical. La nature va reprendre ses droits et tous ces gabions vont être complètement végétalisés. Une fois le chantier terminé, il y aura des commerces, des bureaux, un établissement scolaire et 432 logements.
sentez là, on sent bien le vent là, on sent bien que le plan traversant voilà, fait qu'on n'a pas besoin de clim et c'est aéré naturellement et c'est agréable. Dans cette résidence, les propriétaires seront tous à terme des éco-citoyens. En coachant les gens, c'est-à-dire en leur rappelant un petit peu l'objectif de la réduction de la consommation énergétique et les enjeux de la consommation à La Réunion, on peut réduire la facture de 30%. À peu près un tiers de consommation en moins, donc voilà, tout le monde deviendrait sobre comme les Mafatais. J'aime beaucoup la citation qui dit « Le monde n'a jamais changé que par les pionniers ». Donc on essaye d'être des pionniers dans l'aménagement durable tropical. Je pense que c'est ce qu'on doit à ce qu'on appelle nos générations futures, tous ces enfants qui sont en train de grandir un peu partout sur l'île ou ailleurs dans le monde. Ils méritent qu'on leur donne le meilleur. Le meilleur, c'est que d'ici à 2030, La Réunion devienne une île totalement autonome sur le plan énergétique. Si elle y parvient, elle sera un modèle pour tous les États insulaires qui dépendent encore trop fortement des énergies fossiles. À La Réunion, comme ailleurs sur les îles, cela implique un autre mode de vie et de consommation. Une marche forcée pour s'adapter au mieux aux défis qu'impose désormais le climat et ses bouleversements.